Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le gouvernement apporte son soutien aux victimes des sinistres causés par les pluies diluviennes. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oloto, s'est rendue récemment dans les quartiers précaires de Mosikro à Abidjan et de Zegban à Fresco, où elle a fait des dons en vivres et en non-vivres. Gabriel Zani. En 2 semaines de fortes pluies, on enregistre déjà 23 morts dans le district d'Abidjan, dont 3 à Mosikro. Dans ce quartier précaire d'Atekoubé, près de 1500 personnes ont été forcées de quitter leur maison, située au flanc des collines et donc exposées au glissement de terrain. À 6 heures, monsieur le maire était là. Avant qu'il n'arrive, on a ramassé tous nos bagages. On est quitté. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. La ministre de la Solidarité et le maire de la commune d'Atekoubé ont rendu visite aux familles sinistrées de Mosikro pour apporter l'assistance du gouvernement, des vivres et des non-vivres. À la suite des bénéficiaires, c'est de dire merci à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a pris ce problème à bras le corps et qui a fait un conseil des ministres pour se préoccuper de la situation de ses concitoyens qui ont vécu tous ces drames. Même constat des dégâts des pluies diluviennes à Zegban, non loin de Fresco. Des inondations ont mis plus de 1000 personnes à la rue dans ce village. À Zegban, les familles vivent dans des maisons de fortune construites en bois ou en terre battue sur des sites dangereux. Des habitations qui ne peuvent résister à des pluies diluviennes. Face à ce spectacle de désolation, Anne-Désirée Oloto demande aux populations d'écouter les conseils de déguerpissement des autorités. Au lieu de dire qu'on va préparer la rentrée des enfants, Madame le ministre va venir soutenir au moins les enfants, envoyer des cahiers, des livres. On va venir soutenir les familles pour ceux qui sont morts. Même si quelqu'un veut prendre une décision pour sa famille, si le gouvernement dit mon ami, il ne faut pas faire ça, mon frère, il ne faut pas faire ça. Écoutez ce que dit le gouvernement. C'est dans votre intérêt. Des dons d'une valeur de 23 millions de francs CFA ont été remis aux populations de Mosikro et des Zegban. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver des sites de recasement. Pour le moment, ces victimes ont été recueillies par des familles et des amis. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville d'Abidjan continuent de causer de nombreux dégâts. À Koumassi, un immeuble sur le point de s'affaisser requiert l'attention des autorités, nous dit Patricia Omoetia. Un mur lézardé, un sol humide, une toiture poreuse, des nattes de prière mouillées. C'est le triste tableau qui nous accueille ici à la grande mosquée de Koumassi. Selon le président de la communauté, des actions doivent être initiées pour la réhabilitation de cette maison de Dieu qui menace de céder. Depuis la saison passée même, ça ne va pas. Là, ça a commencé par la dalle, ça coule. À un moment donné, les roudis là, ça commence, ça tombe. Au sein de la mosquée, on ramasse. Et puis bon, il y a une école, des endroits qui est tombé depuis l'année passée. Cette année, ça s'est aggravé. Pour sous-sol, là, ça vient de commencer cette année. La plupart des parties de la mosquée est blessée. C'est tapé. Bon, vraiment, la dalle maintenant est fatiguée. Ça ne peut plus tenir. Voilà. Le temps a eu raison des murs de cette mosquée. Mais à l'inverse, on ne peut pas dire autant de la foi de ces fidèles qui continuent leur prière malgré l'état de délabrement avancé. La sécurité et le confort des fidèles est mis à mal. Ils appellent à l'aide. Qu'on nous aide. Nous voulons dire à l'État de nous aider à arranger la mosquée, de nous aider à arranger en bas, mettre ciment ou bécao. Puis en haut, l'eau descend, l'eau coule partout, même si les femmes, ça coule. Nous voulons demander l'aide à l'État de nous aider à réaménager la mosquée. Construite en 1965, la grande mosquée de Koumassi est dirigée par l'imam Konaté Daouda. L'édifice accueille plus de 3000 fidèles musulmans. L'Union européenne forme depuis hier à Abidjan les inspecteurs de pêche ivoiriens sur les procédures de contrôle et d'inspection pratique des navires. Cette formation vient en prélude à la mise en place prochaine d'un centre de surveillance des pêches. Hugues Hervé Blé pour le compte-rendu. L'amélioration du contrôle et de la surveillance des activités de pêche en Côte d'Ivoire, c'est ce que vise l'Union européenne à travers cette formation des inspecteurs de pêche. Il s'agit pour les experts de l'Union d'instruire les inspecteurs de Côte d'Ivoire sur la mise en place d'un centre de surveillance des pêches et l'exploitation
du système de surveillance des navires par satellite. La formation de 3 jours permettra également de les familiariser au pouvoir, à la méthodologie, à l'élaboration des rapports et à l'ensemble des actions qui incombent à l'inspecteur des pêches. Le port d'Abidjan est le premier port tonnier, mais nous ne voudrons pas que notre port soit un port de blanchiment du poisson qui est pêché illégalement. Donc vraiment cette formation-là vient à point nommé pour nous former, pour qu'on soit aguerris, pour lutter contre cette pêche illicite non déclarée et non réglementée. En Côte d'Ivoire, pour la deuxième fois, les experts de l'Union européenne notent avec satisfaction les progrès déjà réalisés depuis l'année dernière par la partie ivoirienne dans le domaine de la lutte contre la pêche illicite. L'identification des bateaux dans les eaux de la Côte d'Ivoire à travers les systèmes électroniques de surveillance va également faire l'objet d'une concentration d'une activité particulière. Il y aura également un autre volet consacré à l'inspection plus spécifiquement en mer ou dans la zone côtière, puisque nous savons que la Côte d'Ivoire subit des incursions assez fréquentes de bateaux dans la zone très côtière qui menacent les populations locales. D'une durée de 5 ans, un nouvel accord de partenariat de pêche tonnier lie la Côte d'Ivoire et l'Union européenne depuis le 1er juillet 2013. L'amélioration du contrôle et de la surveillance des activités de pêche en Côte d'Ivoire est une de ses priorités. Des experts ivoiriens, maliens et guinéens ont pris part récemment au Maroc à une rencontre sur le développement et l'investissement touristique. Ce rendez-vous a vu la participation d'une délégation ivoirienne conduite par le ministre du Tourisme. Ces échanges vont permettre aux différents participants de s'inspirer de l'expérience marocaine en matière de tourisme. Patricia Omouetia. Rencontre fraternelle, échange fructueux. La Côte d'Ivoire s'inspire de l'expérience marocaine dans le secteur du tourisme. Plusieurs pays africains sont présents pour participer à ce séminaire au Maroc au profit des experts ivoiriens, maliens et guinéens. Pour le ministre ivoirien du Tourisme, le volet formation est important. Le Maroc est un pays qui avance très vite, très fort en matière touristique. On parle de 10 millions de visiteurs étrangers. Il y a un niveau qui donne envie à toute l'Afrique et forcément on vient nous inspirer de cette expérience de nos frères marocains. On a beaucoup de domaines d'échange, de domaines d'activité que l'on pourra développer ensemble. Le ministre marocain du Tourisme met l'accent sur le partage d'expérience et d'expertise entre les deux pays. Il y a des experts ivoiriens qui sont ici au Maroc pour une formation en matière de statistiques, en matière de collecte de données, également de suivi des stratégies. Il y a également un travail qui doit se faire au niveau de l'aménagement et de développement de différents sites au niveau de Côte d'Ivoire et voir un peu l'attractivité de la Côte d'Ivoire par rapport à tout ce qui est investissement. Le système de suivi de la demande touristique, les statistiques de la fréquentation hôtelière sont entre autres des sujets évoqués au cours de ce séminaire. Et puis, quelques informations en bref. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été mis ce mercredi en examen pour corruption active, trafic d'influence actif et recel de violation de secrets professionnels. Cette nouvelle étape de la procédure judiciaire vient à l'issue de 15 heures de garde à vue de l'ancien chef d'État dans les locaux de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. La FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, a annoncé l'ouverture d'une enquête sur des faits présumés de corruption concernant 7 lions indoptables lors de la Coupe du Monde de 2014. La FECAFOOT réagit ainsi après une sortie de la presse allemande. En Turquie, le Premier ministre Tayyip Erdogan est candidat à l'élection présidentielle d'août prochain. Ce scrutin sera le premier qui se jouera au suffrage universel direct dans ce pays. Les responsables de l'ANASUR, l'agence de salubrité urbaine, sensibilisent les populations dans le cadre de l'opération Balai devant sa porte. Ils se sont rendus dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire où ils ont invité les ménages à prendre soin de leur environnement. Thérèse Tapeyoboui. Ferkesedougou,
Kong, Katiola, Makono et Touba sont les villes qui ont reçu la visite des responsables de l'Agence nationale de la salubrité urbaine à Nassur. Ces visites s'inscrivent dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation et d'action de salubrité dénommée Opération Balai devant ta porte. Ces opérations de salubrité ont consisté au balayage des artères des localités visitées, au curage des caniveaux et de débroussaillage des lieux publics. À Katiola, nous allons tout faire pour rendre notre ville de Katiola très propre. Au cours de ces campagnes, les responsables de la Nassur ont invité les populations à la bonne utilisation des ordures ménagères pour maintenir propre leur environnement. C'est une opération de sensibilisation qui vise à ramener des habitudes quotidiennes telles que le balayage des maisons, le balayage des commerces très tôt le matin avant de se rendre donc dans son commerce ou avant de quitter sa maison. Il faut s'assurer que vous avez balayé votre maison, que votre environnement est sain. C'est Ferke Sédougou qui a abrité la cérémonie officielle de l'opération Balai devant ta porte. Le maire de la localité a rappelé que les questions liées à l'environnement occupent une place de choix dans son programme de développement. Notre préoccupation, c'est de faire en sorte que nos populations vivent dans un environnement sain. Nous n'avons pas attendu l'arrivée de la Nassur. Vous avez dû le constater à travers la ville. Nous avons mis en place des comités de développement de quartier qui s'occupent du balayage des rues, du curage des caniveaux et de l'enlèvement des ordures. Les maires ont reçu divers matériels et équipements en guise d'appui de la Nassur aux efforts de salubrité de leurs villes respectives. L'actualité en bref dans le monde nous mène tout d'abord en Ukraine. À bout de patience, le président ukrainien n'a pas cédé aux appels internationaux. Malgré les pressions russes, allemandes et françaises, Viktor Porochenko refuse de prolonger encore le cessez-le-feu. Une trêve unilatérale qu'il avait décrétée il y a 10 jours. Il annonce la reprise des opérations militaires contre les rebelles pro-russes. Les combats ont recommencé à Donetsk et Lugansk, régions contrôlées depuis 2 mois par les séparatistes. 2 journalistes russes viennent d'être blessés par des tirs de mortier. John Kerry ne mâche pas ses mots. Le secrétaire d'État américain l'affirme. La guerre en Irak de 2003 fut une terrible erreur. Une guerre menée par les États-Unis sous la présidence Bush. Et il martèle, nous en payons aujourd'hui encore toutes les conséquences. Allusion claire à la déstabilisation actuelle de l'Irak par des troupes djihadistes. Aujourd'hui, nous travaillons d'arrache-pied pour rétablir la situation avec le gouvernement irakien, a conclu John Kerry. 1er juillet, jour anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, une occasion en or pour les militants politiques de l'île de clamer haut et fort leur attachement à la démocratie. Mobilisation très massive, des centaines de milliers de manifestants ont déferlé dans les rues de Hong Kong. Ils viennent défendre leur liberté, très inquiets de la mainmise politique de Pékin. La mort dans l'âme, les dirigeants de la banque française BNP Paribas plaident coupables devant la justice américaine. Seule solution pour leur éviter un procès catastrophique. Accusée d'avoir violé l'embargo américain au Soudan, en Iran et à Cuba, la banque va devoir payer près de 9 milliards de dollars. Une amende monumentale, l'équivalent d'1 année de profit. Cette sanction scandalise les autorités françaises qui dénoncent un manque d'équilibre. Le sport à présent avec le mondial 2014. Les rencontres d'hier dans le cadre des 8e de finale se sont soldées par une victoire de l'Argentine sur la Suisse par le score de 2-0. La Belgique a battu les États-Unis par 2-1. Les prochaines rencontres sont prévues pour le vendredi 4 juillet prochain. Elles opposeront tout d'abord la France et l'Allemagne et ensuite le Brésil et la Colombie à l'occasion des quarts de finale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.